Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Le tour de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de cette édition du mercredi 10 avril. 50 ans en Yvelines rejoint Activity. L'agglomération a adhéré hier à l'agence départementale d'insertion professionnelle. Depuis 2015, elle accompagne les bénéficiaires du RSA pour retrouver une activité salariée. Le territoire saint-quentinois représente plus de 26% de l'emploi dans les Yvelines. Après 3 mois de grands débats, l'heure est au bilan. La phase de restitution a débuté lundi. Les revendications des Gilets jaunes qui ont conduit à l'organisation de cette consultation ont-elles été prises en compte? Nous en parlons en plateau. Et puis elle était une grande dame du cinéma. Agnès Varda est décédée le 29 mars dernier. En 2000, le Verriérois Alain Fontenot apparaissait dans son documentaire Les glaneurs et la glaneuse. Dans ce journal, il revient sur cette expérience avec la réalisatrice. À suivre également un point sur les métiers de la banque. 575 places seront ouvertes en alternance à la rentrée de septembre en Île-de-France. Amener les bénéficiaires du RSA à l'emploi, la mission d'Activity, l'agence d'insertion professionnelle du département, compte depuis hier un nouvel adhérent, Saint-Quentin en Yvelines. Les précisions dans ce sujet de Nicolas Dandry et de Mélanie Poquet. Activity a un nouvel adhérent. L'agence d'insertion professionnelle du département accueille depuis hier l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le territoire de Saint-Quentin, c'est avec le territoire de la vallée de la Seine, le territoire où il y a à la fois le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA, mais aussi où il y a le plus grand nombre d'entreprises. Il y a un dynamisme entrepreneurial qui est très marqué, une volonté de la communauté d'agglomération d'accompagner, d'avoir une vraie compétence emploi et de la prendre à bras-le-corps. Saint-Quentin en Yvelines, c'est 17 000 entreprises et plus de 23 000 postes non pourvus. Activity travaille sur des remises à niveau et des qualifications de personnes éloignées de l'emploi. Je vais rentrer au conseil d'administration, donc déjà on va avoir un regard croisé de notre territoire par rapport à ce qu'eux ils amènent et puis nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter. On sait qu'on a des poches très complexes au niveau des 12 communes, on sait qu'on a des quartiers, on a eu 8 QPV sur notre territoire. Sur ces 8 QPV, on sait bien qu'il y a des actions qui sont menées et plutôt bien menées. Il y en a d'autres qui demandent à être revitalisées. Dans ces quartiers prioritaires, 5% des actifs ont un faible niveau de qualification. Saint-Quentin en Yvelines représente plus de 26% de l'emploi sur le département. Et on reparlera insertion professionnelle et emploi tout à l'heure dans ce journal. À l'heure du bilan pour le grand débat national, cette grande phase de consultation a duré 2 mois. Du 15 janvier au 15 mars, près de 2 millions de contributions ont été formulées. Et depuis lundi, le gouvernement a débuté cette phase, une phase de restitution de ce grand débat. On en parle avec vous, Safia Matari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gilet jaune des Yvelines. Alors le gouvernement qui a organisé ce grand débat en réponse à la mobilisation des gilets jaunes qui dure depuis le 17 novembre. Un acte 22 est d'ailleurs prévu ce samedi 13 avril. Déjà d'un point de vue global sur ce grand débat, est-ce qu'il a été utile à vos yeux ou non? Édouard Philippe, le Premier ministre, parle en tout cas d'une réussite de ce grand débat national. Oui, Édouard Philippe va pas dire que ça a été un échec puisque c'est le gouvernement qui a lancé ce grand débat. Donc ce serait... ils ont un peu de mal à avouer leurs échecs, j'ai l'impression. Donc il n'a pas été utile à vos yeux? Il n'a pas été très utile dans le sens où il n'y a pas eu énormément de mobilisation sur ce grand débat. Les thèmes étaient imposés, il y avait des questionnaires avec des questions fermées, quelques questions ouvertes, mais les statistiques ont démontré qu'il n'y avait pas eu énormément de réponses à ces questions ouvertes. Près de 2 millions de contributions, pour vous, c'est pas suffisant? Alors, ça ne montre pas peut-être la réussite du grand débat, du coup? En fait, 2 millions de contributions, c'est 2 millions de réponses. Oui, c'est pas forcément 2 millions de Français qui ont participé à ce grand débat. Exactement. Et les contributeurs qui ont répondu à l'ensemble du questionnaire représentent moins de 40 000 personnes. Et vous le dites, des thèmes qui ne sont pas forcément les plus importants aux yeux, en tout cas, des Français. Et on voit d'ailleurs dans les contributions qui ont été formulées dans ce grand débat que 4 thèmes ont émergé spontanément, des thèmes qui n'étaient pas prévus à la base par le gouvernement, le pouvoir d'achat, la solidarité, santé, l'éducation et l'emploi. Donc ça montre que dès le début, le gouvernement n'avait pas ciblé les bons thèmes, peut-être? Oui, effectivement, les thèmes n'étaient pas ciblés correctement. Je pense que le gouvernement a voulu cibler des thèmes qui l'intéressaient, puisqu'on sait que les annonces que M. Macron a faites début décembre
suite à la crise des Gilets jaunes, étaient des annonces d'actions qui étaient déjà prévues dans le calendrier du gouvernement. Et donc là, le grand débat, très clairement, c'était pour appuyer la politique du président. Dans les contributions, il y a eu en tout cas un consensus. Soit 69% des contributeurs souhaitent la reconnaissance du vote blanc. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre ? C'est important. Les Français ont besoin de participer à la démocratie. Si on est en démocratie, il faut qu'on puisse s'exprimer, il faut qu'on puisse avoir des outils. Donc effectivement, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le référendum d'initiative citoyenne qui est important et qui a été, une fois de plus, écrasé par ce grand débat. Et puis, qui n'est pas d'ailleurs dans les premières contributions, seulement 5,8%. Les contributeurs ont mis davantage en avant un autre référendum, celui qui est déjà en place, celui d'initiative partagée. Ils souhaiteraient le voir renforcé. Oui, on pourra en parler, mais ce référendum-là, il n'a pas énormément de chances d'aboutir. Concrètement, en fait, il est très difficile à mettre en place. Donc, ça me paraît assez compliqué et c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Et pourquoi il faut défendre justement le RIC, celui qui est mis en avant dans ces mobilisations des Gilets jaunes, ce référendum d'initiative citoyenne? Mais en fait, le RIC, c'est un très bon outil s'il est en toute matière et sans limitation, parce qu'il permet aux citoyens de faire de la politique sans devenir un élu. Et ça permet aux citoyens de contrôler le travail de ces élus, de ces représentants. Donc, ils travaillent quand même pour nous, ils travaillent pas pour eux. Et à partir du moment où on peut contrôler leur travail, forcément, ça va les motiver à travailler mieux. Alors des propositions claires ont en tout cas pas encore émergé, ça devrait arriver par la suite par le gouvernement. D'ailleurs, à côté de ce grand débat, les Gilets jaunes ont organisé leur vrai débat. Vous étiez d'ailleurs réunis le 22 février pour un débat à Élancourt. Quelles sont les propositions du coup qui émergent de ce vrai débat des Gilets jaunes? Quels sont les thèmes qui reviennent? Eh bien, il y a des thèmes tels que le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui lui ressort énormément. Donc, ça nous paraît assez curieux puisque on a l'impression en fait que le gouvernement fait une campagne de dénigrement de ce RIC en disant que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des référendums toutes les semaines, alors que concrètement c'est impossible et c'est pas vrai. Donc le RIC est ressorti, la justice fiscale et pas la baisse des impôts, parce que baisser les impôts c'est bien, mais rendre de la justice c'est mieux. L'écologie aussi ressort pas mal, et puis tout ce qui est solidarité avec le chômage, les retraites et la santé. Alors si on parle de la suite de la mobilisation des Gilets jaunes, on l'a dit, elle dure depuis le 17 novembre, un acte 22 est prévu ce week-end, et c'est vrai que ces dernières semaines on a tendance à mettre en avant davantage, on a parlé davantage des violences, alors du côté des casseurs, mais aussi du côté des forces de l'ordre, les violences des forces de l'ordre, plutôt que du fond finalement. Pourquoi il faut encore se mobiliser? Pourquoi les Gilets jaunes se mobilisent encore? On se mobilise parce qu'on n'a pas de réponse. Ça fait 5 mois qu'on est mobilisé, donc on ne va pas s'arrêter au bout de 5 mois. On n'a pas de réponse à nos demandes. Ça fait 5 mois qu'on est dans la rue, ça fait 5 mois qu'on passe sur les plateaux de télé, ça fait 5 mois qu'on organise des réunions publiques Gilets jaunes mais ouvertes à tous. Donc les élus peuvent y participer, peuvent venir nous écouter. Et en fait, on n'est pas écouté du tout. Donc le grand débat, ça a été quelque chose qui a été fait pour, à mes yeux, à mon sens, ralentir un petit peu, laisser un délai, jusqu'aux élections européennes. D'ailleurs, toutes les interventions de M. Macron devant les maires vont être décomptées du temps de parole des européennes de son parti, de l'exécutif par le CSA l'a dit. Donc ça montre bien, que c'est une sorte de campagne. Et nous, on n'attend pas du président qui continue à faire sa campagne, on attend du président qui réponde à nos demandes. L'un des combats actuels, c'est l'un des prochains en tout cas, c'est la privatisation d'aéroports d'aéroports de Paris. Vous êtes opposé à cette privatisation? Oui, on est opposé donc à la loi Pacte. Dans la loi Pacte, il y a des choses qui sont bien et il y a beaucoup de choses qui sont pas terribles, telle cette privatisation. Donc le problème, c'est qu'une loi, on est obligé de la prendre dans son ensemble. Donc nous, ce qu'on veut, c'est carrément que la loi Pacte entière soit revue. On a fait des manifestations devant l'Assemblée nationale, donc en mars, lorsque le texte a été lu à l'Assemblée, et mardi dernier, donc avant-hier, au Sénat. Au Sénat, devant le Sénat. On a manifesté également. Et donc, on est très content de voir qu'aujourd'hui, il y a des députés qui signent pour qu'un référendum d'initiative partagée puisse être lancé. Mais ce référendum-là, il va être très compliqué à obtenir puisqu'on a la signature des députés. Maintenant, il va falloir que le Conseil constitutionnel valide la question référendaire et ensuite que 4,5 millions d'électeurs valident le fait
qu'on puisse poser cette question référendaire ou comment cette nouvelle proposition de loi soit discutée à l'Assemblée pendant 6 mois, et après ces 6 mois, si l'Assemblée n'a pas décidé, c'est là qu'on a un référendum. Enfin voilà, c'est hyper compliqué. Merci Safia Mattari. Je rappelle que vous êtes gilet jaune des Yvelines. Vous parliez justement de cette privatisation d'Aéroports de Paris. Ils ne veulent pas de cette privatisation. 197 parlementaires de gauche et de droite confondus ont signé une proposition pour lancer, vous en parliez Safia Mattari, de ce référendum d'initiative partagée sur la question. Pour rappel, la privatisation du groupe aéroportuaire est l'une des mesures phares de la loi Pacte. Il autoriserait l'État à vendre une partie ou la totalité de ses actifs dans l'entreprise. Le texte doit être adopté définitivement par le Parlement cette semaine, par l'Assemblée nationale. Pour qu'un référendum soit organisé, il faut que la proposition soit validée par le Conseil d'État, puis signée par au moins 10% du corps électoral français. ADP a dans les Yvelines la gestion des aérodromes de Toussus-le-Noble, Saint-Cyr ou encore Chavenay-Villepreux. Installer et développer son activité en pleine nature, c'est le choix fait il y a 3 ans par plus de 80 entrepreneurs yvelinois. À Feucherolles, la briqueterie est une pépinière d'entreprises où l'on retrouve ateliers d'artistes, créateurs ou sociétés de conseil, un lieu que vous fait découvrir Aurélie Ronce. De la verdure et des chants d'oiseaux pour cadre de travail, bienvenue à la briqueterie. Il y a 3 ans, cette pépinière d'entreprise a investi cette ancienne briqueterie du 19e siècle située à Feucherolles. Pour la petite histoire, ce lieu a accueilli le tournage d'une des dernières scènes des Tontons Flingueurs, le film culte de Georges Lautner en 1963. Aujourd'hui, dans ce parc de 2 hectares, près de 90 locataires sont répartis dans 3 bâtiments. Ici, vous avez Paty Canac, qui est parfumeur aromacologue et qui travaille les huiles essentielles. Carla Sanchez, qui a 2 casquettes, mais bien distinctes. Elle est créatrice de bijoux et en même temps, elle est artiste peintre, plasticienne. Dans ce nouveau bâtiment, créateurs, artistes ou encore sociétés de bien-être se côtoient. Il y a un peu plus d'1 an, Carole Martineau a franchi le pas. Elle a installé son atelier de décoration intérieure dans ce bureau tout équipé. C'est vraiment un moteur que de travailler ici parce qu'on n'est pas seul. Là, on peut se faire quand même quelques pauses. On a des déjeuners ensemble. En plus, ici, on est tous arrivés au même moment, en janvier 2018. Donc, il s'est créé vraiment une synergie. Travailler dans une ambiance conviviale, un argument qui a séduit cette société de courtage en travaux. Intermédiaire pour les particuliers et les professionnels, les 2 associés ont implanté leur bureau en novembre dernier. C'est une position qui est assez centrale dans les Yvelines, qui est notre secteur d'activité et d'intervention. On est très près de la Tresse si on a besoin d'aller à Paris. Voilà. Et puis le cadre est très agréable. Régulièrement, la briqueterie ouvre ses portes le samedi pour faire découvrir ce lieu où, selon ses locataires, il fait bon travailler. À plaisir, les employés de SGI, bientôt fixés en juin dernier, les locaux de cette société spécialisée dans le traitement des pièces pour l'aéronautique étaient détruits par un incendie. Depuis, le site qui emploie 78 personnes n'a pas rouvert. La direction veut délocaliser son activité sur son second site à Villers-Cotterêts dans l'Aisne et a donc lancé un plan de sauvegarde de l'emploi. Décision qui ne passe pas auprès des salariés qui ont saisi les prud'hommes de Versailles. Un magistrat professionnel a entendu les 2 parties hier mardi et a mis son jugement en délibéré. Le verdict est donc attendu pour mardi prochain. 575 postes en alternance disponibles dès la rentrée de septembre en Ile-de-France. Dans les banques en Ile-de-France, ces places ont été commandées par les établissements au CFPB, École supérieure de la banque. Pour en parler, Renaud Passerini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional Ile-de-France du CFPB, École supérieure de la banque. Un job dating est organisé ce samedi de 10h à 17h sur votre campus à La Défense. Alors déjà quelques éléments sur le CFPB. Quel est cet organisme et quelle formation propose-t-il ? Alors c'est une institution qui a été créée il y a 90 ans par les banques et dont le rôle principal est d'accompagner les collaborateurs de banque dans l'accroissement de leurs compétences professionnelles, dans leur mobilité professionnelle et dans leur diplomation. Pour la formation continue, c'est-à-dire pour les salariés de banque, et aussi pour l'insertion des jeunes. Depuis à peu près une vingtaine d'années, le CFPB s'est ouvert à l'alternance et on accompagne plusieurs milliers, 4000 jeunes chaque année vers l'emploi, France entière, dans les établissements. Donc sur les types de formation, finalement, c'est pour des jeunes qui souhaitent travailler dans la banque, mais aussi des gens qui travaillent déjà dans la banque. Alors ça, c'est le CFPB, c'est 30 000 banquiers à peu près formés chaque année, dont 4000 en alternance, c'est-à-dire pour des jeunes qui veulent effectivement rentrer sur les métiers de la banque.
Quel type de formation, du coup, c'est pour faire quoi, justement, qu'on passe par le CFPB? Alors, on passe avant tout par le CFPB en alternance pour obtenir à la fois un diplôme et un métier. Alors, je vais essayer de vous raconter un peu les métiers de la banque en 2 temps 3 mouvements. Oui. C'est pas, il y a plus de 300 métiers, oui, c'est énorme. Mais globalement, vous avez trois grandes familles de métiers. Vous avez les métiers qui concernent le commerce, c'est-à-dire tous les métiers de relations clientèle, tous les métiers qu'on voit, le métier des agences physiques et autres. Vous avez les métiers de marché, mais qui sont aussi des métiers de commerce. Le trading, la gestion d'actifs, c'est aussi du commerce. Et puis, en contrepartie, vous avez tous les métiers du traitement des opérations qui sont générées par le commerce. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes dans une agence, qu'une banque vous fait un crédit, par exemple, après, il faut bien gérer le crédit. Donc, c'est les services de back et middle office, les métiers du traitement de l'information qui gèrent tout ce qui est fait par le commerce. Et ensuite, vous avez une troisième famille, c'est tous les métiers des fonctions support, les RH, la stratégie, l'audit, le juridique, les directions informatiques, la conformité pour lesquelles on a un master, le big data pour lequel on ouvre un master avec la Sorbonne, etc. Donc on a, nous, côté formation maintenant, donc ça ce sont les métiers, et côté formation, on forme via des BTS Bank, des licences, des masters, à quasiment tous ces métiers, des métiers d'entrée en fait dans ces grandes familles que je vous ai décrites. Et justement là, ces 575 postes en alternance, à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il faut un niveau pour accéder, un niveau requis pour accéder à ces postes? Ah oui, alors il faut à la fois un niveau scolaire, bien sûr, parce qu'on propose du BTS Bank, forcément il faut déjà au moins un niveau bac. On propose des licences, il faut au moins un niveau bac plus 2, et on propose des masters, il faut au moins un niveau bac plus 3. Ça, c'est un niveau, disons, le niveau académique minimum requis à chaque étape. Maintenant, il y a aussi une sélection, c'est-à-dire que tout le monde est invité à découvrir et à rentrer dans l'univers de la banque, mais comme le CFPB travaille avec 140 partenariats universitaires, on a aussi côté université, pour ce qui est des licences et des masters, voilà une étude un peu de la qualité académique du dossier du jeune. Voilà. Et on peut les faire où ces formations? Est-ce que par exemple sur 50 ans en Yvelines, je crois qu'on peut suivre ces formations du CFPB? Tout à fait. On est pas mal implanté en Île-de-France puisque on a à peu près 16 partenariats universitaires, dont justement un avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines sur une licence pro-banque. Voilà. Plusieurs possibilités sur le territoire de l'Île-de-France et je rappelle qu'il y a un job dating qui se tient ce samedi sur votre campus de La Défense. Alors pour refermer cette interview, je voulais parler du secteur de la banque plus précisément. Est-ce que déjà c'est un secteur qui embauche? Alors je vous pose la question puisqu'il y a cette actualité qui est tombée cette semaine, la Société Générale qui va supprimer 1600 postes à travers le monde, 752 en France. Est-ce que du coup le secteur de la banque embauche aujourd'hui? Alors le secteur de la banque embauche chaque année sur les 3 dernières années 16, 17 et 18 à peu près 40 000 personnes en net chaque année, dont un quart, c'est-à-dire à peu près 10 000 alternants chaque année, donc un quart par la voie de l'alternance. Donc les efforts qui sont faits par la profession bancaire pour à la fois embaucher via l'alternance, embaucher tout court et ensuite former leurs collaborateurs tout au long de leur carrière est énorme. Alors voilà, on peut voir dans la presse ce que vous venez de dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les banques embauchent, les banques forment leurs collaborateurs et proposent des métiers qui sont là en plus des métiers extrêmement nouveaux, innovateurs. Et un enjeu pour le futur peut-être de la numérisation des métiers? Tout à fait. Alors pas de la numérisation des métiers, mais un numérique qui prend plus de place. Un accompagnement par le numérique du métier de la relation clientèle, ça c'est sûr. Et donc je rappelle ce job dating ce samedi sur le campus de La Défense du CFPB. Rendez-vous de 10h à 17h, c'est ça? Exactement. On a à peu près déjà 300 inscrits, mais si les gens qui nous écoutent ou leurs enfants veulent s'inscrire, il n'y a pas de souci, il faut aller sur cfpb.fr. Le site qui s'affiche actuellement. Ah pardon, je ne l'avais pas vu. Pas de souci. Voilà. Merci à vous, Renaud Passerini, d'être passé sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le délégué régional Île-de-France du CFPB, École supérieure de la banque. Merci à vous.
Culture, Agnès Varda nous quittait le 29 mars dernier. En 2000, la réalisatrice signait Les Glaneurs et La Glaneuse. Et parmi ces glaneurs, justement, un habitant de La Verrière, Alain Fontenot. Pour TV78, il témoigne de son expérience vécue avec la réalisatrice. Le récit de Marilène Pichino. G comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. En 2000, la cinéaste Agnès Varda consacre un documentaire aux glaneurs. Sur le marché du boulevard Edgar Quinet à Paris, elle rencontre Alain Fontenot qui ramasse des fruits et légumes. Cet habitant de La Verrière y vient régulièrement glaner de la nourriture avant de rentrer dans sa résidence donner des cours d'alphabétisation. La documentariste est séduite par le personnage, elle l'intègre à son projet. Aujourd'hui, Alain Fontenot vit toujours au même endroit. C'était à la fin du marché et elle m'a posé la question, vous êtes un grand mangeur de persil ? Je lui ai dit oui, parce que le persil c'est très bon pour la santé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle m'a posé la question si j'étais d'accord pour être filmé. 2 ans après, Agnès Varda le retrouve pour une suite des Glaneurs et la Glaneuse. Alain, je le rencontre souvent depuis 2 ans. Le samedi, je vais à la fin du marché et on va prendre un café quand il a fini de remplir son gros sac. Son cinéma, c'est, on va dire, vous savez, c'est comme un Van Gogh. Si vous voyez un Van Gogh, un tableau, eh bien, vous savez que c'est du Van Gogh. Si vous voyez un film d'Agnès Varda, vous savez que c'est du Agnès Varda. C'est, disons que il y a une marque. Voilà. On voit un film d'Agnès Varda, on sait que c'est Agnès Varda, alors qu'au départ, on ne nous avait pas dit que c'était elle. Alain Fontenot n'a pas changé depuis les années 2000, il donne toujours des cours de français aux habitants de La Verrière. En 2016, il sort son autobiographie. C'est le livre que j'ai écrit, Itinéraire bis. Itinéraire bis retrace sa vie, son enfance à la campagne, son travail d'enseignant en biologie, puis son nouveau départ à Paris, où il rencontre Agnès Varda. Agnès Varda, s'il n'y avait pas eu ce documentaire, il n'y aurait pas ce livre, parce que 15 ans après, quelqu'un m'a fait la remarque qu'il serait intéressant que j'écrive une autobiographie de ma vie. Moi, j'avais dit, ma vie n'a rien d'extraordinaire, et elle m'a dit, même si une vie est banale, elle est forcément originale. La dernière fois qu'Alain Fontenot croise la réalisatrice est en 2016 pour lui offrir son livre. De cette grande dame du cinéma, il retient sa simplicité et sa voix posée. Son tableau « La liberté guidant le peuple » est sans doute son œuvre la plus connue. Mais saviez-vous que la toute première commande passée au peintre Eugène Delacroix a été passée donc dans les Yvelines. Cette toile est à Orsemont et elle fait la fierté de son millier d'habitants. Une découverte de ce patrimoine signée Marilène Pichino. Orsemont, commune qui vient tout juste de dépasser les 1000 habitants, réserve une surprise d'envergure. Dans son église Sainte-Eutrope se cache un trésor dont seul le maire peut nous donner l'accès. Ah ben là il est sous alarme, oui. Tout est barricadé, sous alarme, le tableau lui-même est sous alarme, le bâtiment est sous alarme. Allez. Un tableau peint en 1819, commandé par un habitant et offert depuis à la commune. On arrive dans l'église et vous avez en face le tableau d'Eugène Delacroix, la Vierge des Moissons, installée à gauche de l'autel. Dans son retable sur mesure, la Vierge des Moissons du même peintre que la liberté guidant le peuple livre tous ses secrets. On peut manifestement se dire que c'est quelque chose qu'il a réalisé après la moisson, puisqu'on voit des gerbes au pied de la Vierge et de l'enfant, liées à la pougnade. La pougnade, c'était une manière à cette époque-là de lier les bottes de blé. Dans la sacristie de l'église, on trouve même une boîte digne de l'œuvre d'art. Eh bien, en fait, c'est son sarcophage qui a été fait sur mesure. Et donc, le tableau est déposé de son retable lorsqu'il part à l'étranger. Il est installé dans ce sarcophage-là, et ça sert bien sûr pour le transporter là où il sera exposé, ce qui a été fait d'ailleurs récemment, en 2004, au Japon, où je l'ai emmené là-bas. Le tableau voyage et fait voyager le maire de la commune où tout a commencé. C'est ici, à la ferme du Racinet, que le jeune peintre, encore étudiant aux Beaux-Arts, reçoit sa toute première commande. Il est arrivé ici, Eugène Delacroix, pour se reposer, étant donné qu'il était souffrant, et donc il s'est installé là
au Racinet, dans cette ferme, pour s'y reposer. Et c'est là donc que M. Bouffier, cultivateur, propriétaire terrien, il va donc passer cette commande. Un tableau acheté 15 francs dont le paysage s'inspire directement des alentours de la ferme. Alors naturellement, dans la mairie, on le retrouve partout. Reconnu trésor national, il est parfois amené à s'exposer. Sa plus lointaine destination remonte à 2004, au Japon, pour une exposition sur Victor Hugo et le romantisme. J'étais surpris, à chaque fois j'étais toujours surpris de voir l'importance qu'il portait à ce tableau, ne serait-ce que sur les affiches, et puis même dans la salle d'exposition où il était exposé, on rentrait, sur la gauche, il avait sa petite salle à lui toute seule, dans le fond. C'était vraiment une mise en valeur. Maire d'Orsemont depuis 18 ans, Bernard Bourgeois s'improvise conservateur de cette œuvre d'art et même guide quand des visites sont demandées, une fierté pour le maire et son village. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, place au 7-8 débat. Urgence climatique, l'énergie nucléaire est-elle la solution? C'est la question posée ce soir par Aurélie Ronze. Belle soirée avec TV78.